Après l'heure bleue du Norvégien Peder Severin Krøyer, après l'heure blonde de l'Espagnol Joaquín Sorolla, voici venir l'heure blanche du Finlandais Albert Edelfelt. Bien qu'il ait fait ses classes en France, aux Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier du très académique Jean-Léon Gérôme, il est encore peu connu chez nous, malgré l'immense notoriété de son portrait de Louis Pasteur, auquel le liait une forte amitié. Je dis très académique à propos de Gérôme, qui voyait dans l'impressionnisme le déshonneur de l'art français, mais il respectait l'originalité de ses élèves, parmi lesquels, outre Edelfelt, Odilon Redon ou encore Édouard Vuillard. L'essor de la peinture finlandaise coïncide précisément avec celui du protestantisme, et ce pour une raison très simple. L'art floral et religieux qui prévalait jusque-là n'étant plus une obligation, les artistes purent libérer leur imagination et l'art profane agiter ses ailes sous l'influence du voisin suédois. Mais la peinture finlandaise devra attendre le milieu du XIXe siècle pour acquérir une véritable autonomie. Parachevant leur formation à Düsseldorf ou à Paris, les artistes de langue finnoise atteignirent le haut niveau, en particulier dans les arts du paysage et du portrait, avec Pekka Alonen, Victor Westerholm ou Albert Edelfelt. Tout comme ceux de la communauté de Skagen au Danemark, ces peintres étaient extrêmement cultivés et soucieux de préoccupations sociales, influencés par le naturalisme de notre Émile Zola national. Fils d'un émigré suédois, il fallut tout de même quelque temps à Edelfelt pour se détacher des leçons de Gérôme et passer de sujets historiques ou religieux un brin compassé à de superbes évocations de la vie rurale finlandaise. Sa touche virtuose, autant que son réalisme sincère et dénué d'affect, firent merveille dans ses œuvres de la fin du siècle, avant que le succès venant, il ne délaisse quelque peu le peuple pour le beau monde. Émile Zola, qui eut pourtant une grande activité critique, ne parvint jamais à trouver l'équivalent pictural de son exigeant naturalisme littéraire. Mais je le soupçonne de ne s'être intéressé qu'aux peintres franco-français, car à la vérité, davantage que Bastien Lepage ou Dagnan Bouvray, les plus proches de son idéal social furent Albert Edelfelt pour la Finlande et Ilya Repin pour la Russie. Parmi ces peintures d'histoire, l'une retient l'attention, évoquant avec une étonnante économie de moyens une révolte paysanne du XVIe siècle, le village incendié saisi par sa maîtrise et son intensité. Avec Convoi funéraire d'un enfant, impressionnant par son sujet autant que par son traitement, Edelfelt remporta une médaille de 3e classe au Salon, récompense accordée pour la première fois à un peintre finlandais. Il monta d'une classe dès le salon suivant, avec Service divin au bord de la mer, que l'État français acheta pour le musée du Luxembourg. On jurerait du Bastien Lepage en plus recueilli. Et l'on repense à Zola, exécutant ce dernier d'un trait cruel. Tous les créateurs ont rencontré au début de leur carrière une forte résistance, c'est une règle absolue qui n'admet pas d'exception. Mais lui, on l'applaudit, mauvais signe. Indifférente à ces questions métaphysiques, la Finlande était fière du succès d'Albert Edelfelt, succès qui attira à Paris nombre d'artistes de ce pays, dont le chantre du symbolisme national Akseli Gallen-Kallela, le néo-impressionniste Magnus Henkel ou encore la géniale Ellen Scherfbeck. Grâce à Edelfelt, la Finlande put profiter d'un pavillon indépendant de la Russie lors de l'exposition universelle de 1900. Une autre de ces peintures d'histoire mérite qu'on s'y attarde, c'est le joli portrait de Blanche de Namur, reine de Suède. La proximité de la reine et de son fils est inédite, et l'on comprend que la toile ait eu du succès. La gloire internationale du portrait de son ami Louis Pasteur, qui semble avoir été croqué sur le vif tant on le voit absorbé par ses travaux, valut à Edelfelt de nombreuses commandes de portraits psycho-intuitifs. La russification forcée de la Finlande, où il était retourné vivre tout en gardant son atelier parisien, renforça dans son œuvre un patriotisme resté jusque-là discret, et l'on sait que patrie et peinture ne font jamais bon ménage.